Salut les marques, salut les smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du vaisseau amiral, pour parler du show rouge, pour parler de Monday Nitro, le 1491e du nom. Ça se passe à Milwaukee, Wisconsin, USA, baby. Au commentaire, Byron Saxton, Corey Graves et Jimmy Smith. Et pour reviewer ce Monday Nitro, vous m'avez peut-être identifié. Je suis votre dinosaure masqué, que dis je suis votre luchasaurus des podcasts. Je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner dans cette review, pour analyser, décortiquer, encenser ou mettre en PLS cet épisode de Monday Nitro, laissez-moi vous introduire mon partenaire tag team gériatrique of the day, l'insubmersible, l'inamovible, l'indestructible, Papy. Salut Papy. Bonjour tonton, bonjour les petits enfants. Oui, c'est la tactem, la tactem. La tactéam. Et oui, c'est parti là. On va péter des figures, pardon. Oui, vous connaissez le principe, hein. On est là, on met des mandales, des marrons, des châtaignes, c'est de saison. C'est Winter is coming et on est en pleine période de Noël, donc à catch-up, vous savez, nous on est comme la WWE, c'est toute l'année et on est là même pour les épisodes de Noël et du jour de l'an. On en a déjà parlé, je crois, dans la dernière review, mon bon papy, mais y a, les épisodes, hein, souvent là, de Noël en particulier et du jour de l'an sont enregistrés, hein, de SmackDown. Par contre, Monday Nitro semble se passer en live lundi, donc écoute, en tout cas celui-ci, il se passait bien en live et écoute, on retrouve finalement, ça s'est terminé avec Bobby Lashley, le Raw de la semaine dernière. Et ça recommence avec Bobby Lashley et MVP qui ouvrent ce Monday Nitro pour se réjouir que Lashley ait été ajouté au fameux match du show de WWE Day One, un Fatal 4-Way qu'a de la gueule, Kevin Owens, Seth Rollins, Bobby Lashley et Big E, que des champions, que du palmarès là sur le ring, donc c'est pas mal. Big E, il va pas attendre longtemps pour venir couper tout ça, quoi. Suivi ensuite avec Seth Rollins et Kevin Owens. Ces deux-là, ils vont finir par s'unir et s'attaquer à Lashley et Big E. Mais Big E va faire le comeback, va sauver Lashley. Alors, j'ai pas expliqué. En fait, excusez-moi, j'ai oublié un petit détail quand même qui est important. C'est que quand Lashley et MVP sont au milieu du ring, Lashley va dire à MVP, écoute mon coco, c'est bien joli ce qui s'est passé avec Biggie et tout ça, mais t'as dit que si je pouvais le battre, que toi tu pouvais le battre aussi, donc pourquoi tu te mettrais pas sur la tête joyeusement avec Biggie sur le ring? Alors bon, j'ai trouvé ça un peu gonflé quand même, parce que MVP il est en costard, avec la canne, tout ça, bon, ça paraissait un peu gros quoi. Et du coup Lashley quand même évacue le ring, se retrouve ringside, et c'est là que nos amis Owens et Seth Rollins vont passer à tabac Lashley. Et Biggie va avoir une réaction peut-être de champion puisqu'il décide d'aider celui qui est en infériorité numérique, en handicap, mon cher papy. Du coup, il va venir faire le sauvetage. Et Lashley va être quand même plutôt satisfait. Hein, ça se termine avec d'ailleurs Biggie et Lashley qui se regardent dans les yeux. En backstage, vite fait, on retrouve Rollins et Owens qui vont croiser la route d'Adam Pearce et Sonya Deville, qui leur annonce qu'il y a un 2 contre 2 contre Lashley et Biggie qui est prévu ce soir dans le main event. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. En attendant, mon papy, écoute, ils mettent le paquet sur ce Fatal 4-Way. Et c'est reparti comme ça s'était arrêté, avec les 4 qui se foutent sur la tronche et un alignement qui semble petit à petit confirmer un peu ce qu'on avait subodorer la semaine dernière, c'est-à-dire un Lashley qui est, mine de rien, c'est un heel qui commence petit à petit à, à se distinguer des deux autres, parce que la semaine dernière, déjà, il a fallu qu'il batte 3 gars pour se qualifier pour le Day One. Cette semaine, là, il commence en disant à MVP, tiens, t'as voulu faire le malin la semaine dernière, vas-y, va dans le ring. Et manifestement, il est pas là d'intervenir, il laisse vraiment MVP se démerder. Ensuite, il se fait attaquer par les deux autres heels. Donc, les positions commencent petit à petit à s'éclaircir. Et puis, finalement, moi, je suis pas étonné de voir qu'une association entre Biggie et Lashley se crée pour ce rôle-là. Ça nous annonce un gros main event, quoi, pour ce soir. Ouais, clairement, ça annonce un gros main event, un gros tag team match. Et puis, écoute, moi, Bobby Lashley me plaît bien. Alors, je te le disais hors antenne, je trouve que c'est Morpheus avec 30 kilos de plus. Il y a de ça, il y a de ça, il y a de ça. Et que
Mais vraiment, il est tellement impressionnant. Et je fais partie des gens favorables à la team turn face de notre ami Bobby Lashley. Un Bobby Lashley en babyface, pourquoi pas? Moi, je serais assez curieux de voir un peu ce que ça donnerait avec le support du public. Et effectivement, là, cette alliance de circonstances sur la fin du segment avec Biggie, à ce moment-là, nous laisse planer quand même certains doutes sur comment va se comporter notre Bobby Lashley tout au long de ce Monday Night Raw. Pence. Ouais. Alors, Milwaukee est chaud, hein. Milwaukee est heureux d'avoir de la WWE, surtout qu'aux États-Unis, mes amis, je ne voudrais pas casser l'ambiance tout de suite, mais ça commence à sentir mauvais et on commence à parler de refermer pas mal de choses. Un lockdown serait un peu dans les tiroirs et on parle même peut-être d'un probable retour du Thunderdome à la WWE. Oh l'horreur. Aujourd'hui, pas plus tard que ce matin, au moment d'enregistrer, en fait, la WWE a annoncé des cas de Covid parmi les superstars. Heureusement, elle avait enregistré des trucs au préalable. Donc, on va voir comment va se passer la suite. Mais là, c'est vrai qu'on est dans une période un petit peu obscure là sur cette fin, sur ces fêtes de fin d'année. Et on verra bien comment va se passer la suite. Mais mon bon papy là-dessus, je sais pas si tu as entendu des choses toi aussi, mais en tout cas, ça sent mauvais. Alors, je n'ai rien entendu. En revanche, moi qui suis d'autres activités sportives, je vois que dans d'autres sports, notamment le foot, c'est en train de refermer partout. Donc, je me dis que bah, c'est pas possible que la même chose arrive à la WWE. Le Thunderdome, ça ferait bien mal quand même. Je Ah sais pas oui, comment on pourrait trouver un autre moyen, ah oui. et ça ferait bien chier quand même, hein. Eh ouais. Là, ça c'est une des nouvelles de la semaine, un petit peu qui fait un peu grincer des dents, on va dire. Mais c'est comme ça, malheureusement, et on va devoir faire avec. En attendant, il y avait donc un public, un bon public de Milwaukee, Wisconsin, qui était chaud comme de la braise. Ça me rappelle, c'est Hey Wisconsin! Ça me rappelle le That 70 Show. Et on va se retrouver avec un match de la division féminine. Alors, mon bon papy, hein, troisième match, troisième semaine consécutive. Il y avait déjà 2-0 pour notre ami Bianca Belair, qui affronte donc Doudrop. Elles vont avoir le match le plus long des trois oppositions, quoi. Ça va être un match qui va durer 11 minutes 20. Et on peut surtout constater un peu une évolution au niveau du personnage de Doudrop. Elle remet des tenues du temps de Piper Niven. Elle a repris d'ailleurs le theme song également. Euh, Pas mal agressive et tout ça, mais alors un gros support de Milwaukee justement pour Bianca Belair, alors là qui va être acclamé tout au long du match. Et Bianca Belair, en fait, et Doudrop, elles vont nous faire quasiment une bis repetita, mais même à ce qui va se passer entre les cordes. Et même si Doudrop va quand même tenter sa chance et va avoir un beau nearfall avec son sit-out powerbomb, là, du haut du turnbuckle, ça va pas suffire, puisque c'est le Kiss of Death qui va, à une nouvelle fois, conclure ce match. Victoire de Bianca Belair. Papy, 3 fois, ça suffit là ou on en veut encore? C'est stop ou encore, Bianca Belair, Doudrop? Alors, je pense qu'on va être sur stop, mais par contre, tu fais une erreur pour moi. C'est pas une nouvelle fois conclure le débat, c'est la première fois qu'elle arrive à passer le Kiss of Death sur Ah, c'est la première Doudrop, en fois? fait. À Ah chaque oui, fois, t'as raison, t'as raison. ça Ouais, faisait deux fois excuse-moi, qu'à ouais. chaque fois elle s'y Ouais, échappait et ouais. qu'elle finisse autrement le match. C'est vrai. Et c'est la première fois qu'elle arrive à le passer. Et puis, bah, du coup, je pense qu'on a eu l'image que tout le monde attendait, c'est-à-dire de voir Bianca réussir son finisher sur une fille qui doit faire au moins 2 fois son poids. Enfin, je veux pas être méchant avec Doudrop, mais c'est pas du tout la même carrure entre les deux filles, quoi. Et puis bravo, Bianca, elle y est arrivée, c'est impressionnant. Elle a réussi à soulever Doudrop et elle fait son finisher sous les vivas de la foule. Là, c'était, tu sais, c'est Hogan et André le Géant, quoi, le truc, hein. C'est la foule, elle est debout sur ses pieds en train d'applaudir quand elle voit ça. Et puis, bah moi aussi, là, je me dis, oh là là, elle est trop douée, là, Bianca, là. Vivement qu'elle remonte dans la carte. Oui, oh là là, on est du même avis. Alors merci hein, d'avoir précisé ça, parce que c'est vrai que j'avais complètement squeezé qu'il y avait effectivement ce fait que jusqu'à présent, Bianca Belair avait jamais réussi à porter son Kiss of Death. Mais que, bon, elle gagne les matchs à chaque fois dans des circonstances un peu troubles. Mais effectivement, alors là, je te rejoins à 1000%. C'est vu comment elle est over auprès du public. Elle aura fait une année 2021 tellement magnifique que pour Bianca Belair, ah bah, ça roule bien. Hein, c'est That's on my own, comme elle dit. Hein. Là, c'est du très haut niveau. Et spoiler alert, je pense qu'on entendra beaucoup parler d'elle dans les awards de l'année, hein. Oh, c'est sûr. Et puis dans les awards des plusieurs années à venir, je pense. Espérons pour elle, hein, et espérons pour nous. Aussi.
Allez, on repart chez les hommes. On va revoir Austin Theory qui attaquait Finn Balor la semaine dernière. Il va être interviewé vite fait en backstage et il va nous expliquer qu'il y a une raison si Vince McMahon voit quelque chose en lui et on va pouvoir le vérifier tout de suite puisqu'il va re-affronter notre ami Finn Balor, notre Irlandais volant. Alors pareil, hein, redite. Mais redite, alors la semaine dernière, c'était lequel qui avait gagné? Tu te souviens? C'était lequel qui Euh, avait gagné la semaine dernière? C'était Austin, hein, il me semble. Oui, le- c'était Austin Theory qui avait gagné. C'était un vrai match la semaine dernière. Il est pas attaqué après un match. Comment ça se fait que je me souviens pas qu'il ait gagné Austin? Bon, peut-être. Non, non, il l'a attaqué. Ouais, non, 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 il l'a attaqué la semaine dernière. Il a pas gagné un match, mais il a attaqué. On va dire, il a gagné l'attaque backstage, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, il me semblait qu'il y Ou avait pas eu. backstage, in ring, quoi. Il a été l'attaqué après le match. Ouais, c'était ça. Et du coup, il se retrouve donc embarqué dans un match. Notre ami Finn Balor avec le Austin Theory, qui a donc en ce moment un peu l'oreille du patron, on va dire. Et ils vont nous faire un match de 9 minutes. Avec un Finn Balor quand même bien énervé et bien dominateur, mais le jeune s'en laisse pas compter. Va revenir plusieurs fois dans la partie, va tenter quelques near fall, va continuer à taunter comme il faut. Malgré tout, on sent que Finn Balor il est au taquet et qu'il va finir par prendre sa revanche de ce qui s'est passé la semaine passée et ça va y arriver. Il va poser son reverse DDT, shotgun dropkick et le fameux coup de grâce que Jimmy Smith n'arrive pas à prononcer. 1, 2, 3, victoire de Finn Balor. On reverra Austin Theory un peu plus tard, mais ça je vous le garde pour la bonne bouche. Papy, en attendant, jeune loup contre un vétéran du roster. C'est ça. Et en fait, le jeune loup fait une erreur hein, dans son match. Il est tellement confiant qu'à un moment, il sort son téléphone pour faire le Oui, oui, selfie oui. sur Baylor et du coup, il se fait contrer. Et c'est ce qui amène finalement le segment final, puisque bah, il y a roll-up contre roll-up. Et derrière, en fait, Finn Balor arrive à le coincer et faire son enchaînement pour le coup de gras. Le coup de gras. Même si ça, ça Euh, m'a ça m'a- ça m'a presque étonné, ça, tu vois. C'est-à-dire que justement, je m'attendais pas à un finish clean. Et du coup, j'étais étonné de voir Theory perdre clean face à Baylor. ça reste un jeune, hein, et Baylor, c'est un ancien champion universel. Donc, je suis pas choqué plus que ça. Quelque part, il a péché par arrogance, il est puni. C'est bien que Finn Balor ait une victoire clean. Hein. Faut quand même pas qu'il soit obligé de tricher ou de faire des roll-ups pour battre un mec comme Theory qui débute finalement dans le main roster. Donc moi, ça me gêne pas trop. Le match, je pense que c'est le début d'une série hein, entre les deux. Theory, il mise dessus. Baylor, il a pas de programme. Et ben voilà, c'était pas méchant, mais on en est qu'au tout début et j'attends d'autres matchs qui soient de mieux en mieux entre ces deux gars-là. Allez, on continue au backstage. Après ce match-là, on va voir le Miz et Omos qui sont en train d'avoir un petit conciliabule. Tiens, tiens. Là-dessus, AJ Styles va arriver, va évidemment s'intéresser à ce qui est en train de se dire. Et le Miz lui dit que ça lui regarde pas. Et Styles il dit à Omos que bon, lui, il vise à nouveau le titre par équipe. Et un Omos assez menaçant lui dit I can't wait. Et là, tu te dis, ouh là 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 là. Alors, il y a de la friture hein, sur la ligne depuis la semaine dernière. Et là, on sent que ce soir, les choses sont tendues entre AJ et Homos, hein, mon papy. Hein. Ouais, c'est en train de monter doucement. T'as Elusal qui essaie de calmer le jeu, puis t'as Omos qui est bizarre en tout cas. Donc ça commence à monter. Allez, nouvel épisode du Miz TV. Qui est donc pareil, la semaine dernière, il avait pris une gifle de la part de sa femme, donc il s'excuse du fait que sa femme Maryse ne soit pas présente ce soir. Ses invités, c'est justement AJ Styles et Omos. Et bien sûr, The Miz, il enfonce des portes de saloon ouvertes. Il explique que bah en ce moment, la team, là, elle a pas l'air à 100% sur la même longueur d'onde. Styles, il n'est pas trop content, il est un peu sur la défensive. Lui, il dit que bah, apparemment, ça semble être un peu le cas. Il vanne un peu en expliquant que ça semble être un peu le cas entre le Miz et sa femme également, quoi. Mais bon, voilà, pour le Styles, finalement, c'est pas si grave que ça. Pour lui, ça fait partie un peu de la vie. Qu'ensemble, ils sont inarrêtables, qu'on va pas s'arrêter qu'au titre par équipe, que si ça continue comme ça, on va en vouloir plus. On va même aller choper des titres individuels. Là-dessus, le Miz intervient. Il dit que bah, Omos, lui, il semble pas vraiment partager cet objectif-là et qu'il est surtout fatigué en fait de porter Styles à bout de bras depuis le début de leur association. Et Omos, il aurait pas dit que cela. Donc évidemment, donc voilà, le Miz jette encore plus de l'huile sur le feu. À la minute où il a mis le pied à la WWE,
ben, Omos, il était tout simplement déjà une plus grande superstar que Styles. Parce que à Styles, eh ben, ça lui a pris combien de temps pour venir à la WWE? Il rappelle 15 ans, alors que Omos, ben, c'est carrément la WWE qui l'a supplié pour venir, quoi. Alors là, on sent un Styles bien vénère, qui parle du nom d'Omos, au nom d'Omos, donc du coup, il a un peu du mal à piger d'où ça vient, quoi. D'ailleurs, il se tourne vers Omos, en se disant, bah, on n'aurait jamais dû venir là, etc. Et en fait, Styles est en train de parler à Omos quand, Bouyaka, Bouyaka, 619 retentit la musique des Los Misterios, puisqu'il y a tout simplement prévu ce soir un match qui avait été ajourné la semaine dernière, le number one contender match pour le Raw Tag Team Championship. Les Los Misterios vont affronter Edge Styles et Omos. Et là, je m'arrête un instant et je passe le tag à Papy, parce que Papy, quand même, là, on parlait déjà sur le segment d'avant que ça commençait à sentir le chaud. Et ben là, on peut carrément dire qu'on est rentré dans le bouillant. Ça boue, ça boue. Alors, c'est toujours et avec le Miss, tu sais toujours jamais s'il est en train de mitonner ou pas, ou raconter des histoires pour essayer d'embrouiller Gestal. C'est effectivement, en fait, il fait référence à la conversation qu'ils avaient avant le match en disant, bah voilà, Omos, il m'a dit qu'il pouvait plus te souffrir. Le pauvre G, il en croit pas un mot, parce qu'il fait confiance à son bon ami. Omos ne dément jamais. C'est ce qu'on peut constater. Et voilà, on sait pas trop ce qui va se passer. Effectivement, lui, il est bien embêté parce qu'en plus, il annonce que Maryse va être invité comment s'appelle le truc de Edge, le Cutting Edge. King Edge, ouais. Donc voilà, donc t'es un peu embrouillé là-dedans. Tu sais pas trop qui a tort, qui a raison. Et puis là-dessus, les Mysterio qui arrivent pour nous régler le problème. Et ben, on va tout de suite vérifier s'ils sont sur la même longueur d'onde. Mais oui, tout de suite, puisque ça s'enchaîne sur le ring. La Familia, elle est là, et elle est bien là. Et là, on se lance dans un match, et moi, sur le coup, sur l'instant, quand je vois Edge face à Ray Ray, je me dis, ah là, j'adorerais avoir une rivalité en 1 contre 1 tous les deux là. Et le simple fait de les avoir sur le ring, déjà, je trouvais ça vraiment super cool. Mais ça va pas se passer comme il faut, quoi. Parce que Ray Ray, en fait, pardon, va prendre un peu le dessus assez vite et puis va bien enchaîner avec le fiston, etc. Mais tout ça, ça va durer que 2 petites minutes parce que malgré, il va y avoir une domination des Mystérios et Styles va se retrouver un peu allongé. Il va y avoir une tentative de frog splash, mais il va remonter les genoux. Là-dessus, Styles va se tourner vers Omos pour faire le tag et le géant nigérian va refuser de faire le tag. Alors Styles il est un peu perdu et Rey Mysterio, qu'est-ce qu'il va faire? Le malin, il va en profiter pour porter le roll-up traditionnel du lundi soir. Et finalement, c'est les Los Misterios, mine de rien, comme ça, au passage, qui obtiennent le match de championnat face aux RK Bros. C'est donc eux qui remportent le RK Bronament. Styles, il est furieux, quoi. Hein. Et du coup, Non, qu'est-ce non, qu'il non, non, fait? non. Bon, Non? ben non, et c'est pas la finale du Bah RK si. Bronamont. Ben non, vu que ce sera le Los Mysterios contre les Street Profits. Ah bon? Les Street Profits. Bah oui, ils ont battu Gestal Somos il y a 2 semaines. Ah, mais oui, t'as raison. Ah ouais, du coup, avec le décalage de match, en fait, ça fait qu'en fait, En c'était fait, pas la en fait, finale. il y a jamais eu la finale parce que a priori les Profits sont blessés en fait. Et donc du coup, il n'y a toujours pas la finale en fait. Donc là, ils s'occupent. Parce que, écoute, moi, sur le résumé que j'ai, l'intitulé du match, c'est, et partout, hein, sur Cage Match, sur tout ça, c'est Number One Contender Match pour le Raw Tag Team Championship. Ah bah erreur de ma part alors, mais pour moi, Gestal Somos est éliminé. Donc peut-être que du coup, ils ont pris en remplaçant des Street Profits. Alors là, écoute, là, je sais pas, il y a un petit. En tout cas, moi, sur un peuple de catch-up, fact-checking, hein, ça sera facile. Hein. Mais en tout cas, moi, de mon côté, l'annonce que j'ai, c'est effectivement que les Mysterios sont les number one contenders. D'accord, ok. Bon bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Moi j'ai. Non mais je te dis moi pour moi c'était pas certain. Mais peut-être que les Strepovic sont vraiment blessés donc du coup En, qu'ils sont totalement out. en tout Parce cas, qu'il c'est y a plus presque. d'affiches après pour annoncer le match en fait tu vois les Day Ouais, One ah en ouais, fait. ouais, ouais, ouais. En tout cas, c'est presque anecdotique, presque accessoire, j'ai envie de te dire, parce que c'est surtout ce qui va se passer à la suite du roll-up, puisque là, on a un Styles qui est bien furieux, quoi, et qui va finalement s'en prendre directement à son coéquipier. Alors, Homos va le repousser plutôt facilement, quoi, et va le balancer au fond du ring, et il va choper le micro, et il va lui dire que la prochaine fois qu'ils se verront sur un ring ensemble, et ben, ça sera tout simplement en 1 contre 1, et ça se passera la semaine prochaine. Alors là,
mon papy, voilà, ça y est, ça a pété de partout, les coutures se sont déchirées, ça y est, Homos et AJ, c'est une histoire d'amitié qui finit mal, et ça va se régler à coups de poing dans la gueule la semaine prochaine. Yes, ça s'annonce comme ça. Bah, c'est bon, c'est finalement, moi, je sais pas pour toi, mais moi, je le sentais venir. Effectivement, Ouais. était en train de lâcher Jay Styles, Jay Styles qui essayait à chaque fois de recoller les bouts, puis Omos qui faisait à chaque fois, qui répondait jamais, qui disait jamais ce qu'il pensait. Ce qui est étonnant, c'est qu'au final, pour moi, Omos est le heel dans l'affaire, en fait, il lâche complètement Jay Styles qui a tout fait pour maintenir son équipe. Ce qui est amusant parce que Styles c'est plutôt d'habitude le heel et Omos était facilement positionnable en face, je pense, vu comment il est populaire. Là, ils ont fait l'inverse. Ça me plaît plutôt, en fait, finalement, d'avoir Omos qui se transforme en monstre complet, puis Jay Styles qui se retrouve un peu abandonné. C'est un beau cadeau, je pense, pour Omos, malgré ce que le Miz a pu dire que AJ Styles a galéré pour venir à WWE. Je pense que c'est un cadeau de pouvoir catcher contre un mec comme ça. Et pour un débutant contre Omos, ça va. Enfin, je pense pas qu'il puisse vraiment trouver mieux en fait pour les deux dans le ring. Bah, impatient de voir ce que ça donner. Hein. Ça y est, Omos est lancé dans le grand bain. On va voir ce que ça donne. Je suis vraiment impatient. Écoute, moi je fais partie des gens complètement satisfaits par ce split parce que j'ai envie de revoir AJ Styles en solo. Et je suis curieux de voir ce que le géant Homos va donner en solo également. Donc du coup, moi, je trouve que c'est du gagnant-gagnant cette affaire. Et tu l'as tout à fait bien dit. Quoi de mieux que finalement attaquer un contre un en s'affrontant l'un et l'autre. Et pour Homos, bah, c'est la belle école, hein, j'ai envie de te dire. Donc, et puis AJ Styles, il sait y faire dans les matchs face au Powerhouse. Donc je m'attends à un match de bonne qualité. Ma seule surprise finalement, je sais pas toi, mais ça aurait été que ça soit annoncé pour que ça se passe directement dès le match de la semaine prochaine. Yes, bah je pense que alors tu me dis que c'est pas enregistré, mais je pense qu'ils essaient quand même de prévoir un max de choses à l'avance pour les shows de Noël, peut-être pour mettre des mecs de côté, qui puissent prendre des vacances ou j'en sais rien. Mais bon, après ça pouvait pas tant pay-per-view non plus. Ça fait une première étape sympa pour Homos et Gestalt. On verra ce que ça donne quoi. Alors tu parles de mec en vacances, bah tu fais bien, puisque sans transition, on passe à la Tag Team Division, mais cette fois avec un Randy Orton qui est tout seul, puisque notre ami Riddle est pas là ce soir, et donc Randy Orton va avoir un match avec l'autre moitié des Alpha Academy, en l'occurrence Chad Gable. La semaine dernière c'était avec Otis, et là cette semaine c'est avec Randy Orton. Alors un Randy Orton, mais alors over as fuck avec le public. Du Randy pendant c'est fou quoi. Alors le match est quasiment lui aussi anecdotique quoi, puisque ça va durer 3 minutes. Même si Chad Gable va faire belle impression, malgré tout, lui, avec son petit gabarit et tout ça, il est quand même très impressionnant. Il tente des suicide dives de folie, il tente tout un tas de choses très très vite, mais il se fait souvent battre aussi très très vite. Alors, même s'il avait réussi à se reprendre après s'être pris le fameux DDT de Randy Orton, il va même tenter de lui appliquer la soumission, quoi. Mais finalement, la Vipère va réussir par coller son RKO traditionnel pour la victoire. Il va même essayer d'en placer un ensuite sur Otis à plusieurs fois, hein, mais il va pas y arriver. Un Otis tout rouge et pas content. Voilà, finalement, j'ai presque envie de dire que Randy Orton était venu faire un petit coucou au public de Milwaukee qu'on avait bien besoin. Puis ouais, il y a de ça et il y a alors je te rejoins totalement sur Randy Orton qui est dans les tops des. Là en ce moment, c'est marrant parce que le retour du public, mine de rien, on se rend compte que eux, ils adorent leurs méga stars quoi. Les Orton, les Edge. Je me souviens, Ouais, ouais, Edge, quand il est revenu, on s'est dit, ah, Edge, vous allez voir, le public va le rejeter parce qu'ils veulent pas avoir de vieux. Mais que dalle, le public, il est à mort dedans, quoi. c'est vrai. Il voit Edge, il est complètement fou. Il voit Orton, il est complètement fou. On le voit avec Lesnar à SmackDown, mais c'est la folie dès qu'il pointe le bout de son nez, quoi. Et ça fait vraiment plaisir de voir ces méga stars-là comme ça. Et Orton en fait vraiment partie. Et moi, je trouve que c'est intéressant aussi pour Otis, qui pour moi, Otis, elle a depuis 2, 3 semaines, est vraiment en train de être positionné comme ultra puissant parce que Orton n'arrive pas à lui caser son RKO. Il a démoli Riddle. Je crois qu'il avait aussi démoli quelqu'un en tag team la semaine d'avant, peut-être les Street Profits. Donc Otis, pour moi, il est en plein push et c'est un push intéressant. En plus, là, on parlait de bête de foire un peu mode destructeur. Bah, Otis, il est bien aussi. Là, il est dans la lignée d'avoir finalement
Gable qui lui sert un peu de manager, même s'il catch, ça marche bien, je trouve, puisque bah, Otis, comme toi, il n'a pas besoin de gérer le micro, il n'a pas besoin de faire son gros qui bout des bouts de viande. Là, il fait juste le mec bien méchant, et puis je trouve qu'il le fait super bien. Donc, bah, pareil, c'est marrant, en fait, il y a des petites rivalités qui se créent, puis je trouve qu'ils auraient bien créé des nouveaux personnages, et ceux-là, ils m'intéressent, hein. Finalement, ils ont peut-être fait perdre beaucoup trop tôt dans le tournoi nos amis d'Alpha Academy, non? Bah ouais, quand tu vois Otis aussi fort, tu comprends pas pourquoi c'est pas eux qui sont à Day One. Alors peut-être qu'ils les gardent pour après, je sais pas dire. Ouais, ils sont peut-être prévus pour la suite, effectivement. C'est vrai que c'est assez. C'est presque surprenant, mais bon, en même temps, ils ont besoin aussi d'une équipe de heal comme ça, peut-être pour faire patienter justement l'équipe des champions dans l'attente du match pour le championnat. Mais ça se passera à Day One. Allez, on continue. Euh, On verra, on aura une petite vignette avec Austin Theory qui va passer devant le bureau de Vince McMahon, qui va hésiter à toquer, puis qui finalement va partir. On aura après une petite vignette aussi toujours avec MVP qui va demander à Bobby Lashley s'ils peuvent réellement faire confiance à Biggie ce soir, quoi. Et la réponse semble être non pour l'instant, quoi. Et mais on sent que entre, je sais pas ce que t'as pensé, mais entre Bobby et MVP là, il y a un espèce de truc qui va pas bien là entre eux là, j'ai l'impression. Ouais, parce que c'est ce qu'on se disait, hein. MVP, pour moi, il est toujours heal. Il a attaqué Biggie la semaine dernière, il est toujours un petit peu agressif dans ses promos. Et Bobby, tu serais en train de dire, il est face, twinner, enfin, il dit qu'il fait pas confiance à Biggie, mais d'un autre côté, tu sens qu'il est plus en mode prêt à tout pour gagner. C'est-à-dire qu'il veut gagner à la loyale. Et je l'avais pas précisé, mais ça avait marqué la semaine dernière. Je sais pas si t'as fait gaffe, quand il rentre dans ces matchs, ces 3 matchs, il tape dans les mains du public. Ça faisait longtemps Ouais, qu'on n'avait pas eu le Bobby faire ça, quoi. Donc, c'est vrai. il est quand même en train effectivement, leurs alignements sont plus exactement les mêmes, hein. Ouais, ouais, ça commence un petit peu, les lignes commencent à bouger. Allez, on n'a pas un Open Challenge cette semaine pour le US Championship, puisque cette semaine, on a le retour du le contendership match. Ah, Et un vrai en wouh. plus. Et un vrai, ouais, entre Damian Priest et Ziggy, Dolph Ziggler. Et oui. Alors, ben, normal, hein, la semaine dernière, on avait Robert Roode. Donc, cette semaine, bah, c'est Dolph Ziggler qui a eu le ticket pour le match. Et lui, alors lui, notre ami Dolph Ziggler, bah, ils se refont la cerise, hein, nos Dirty Dogs, tranquille. Et donc, ils ont des title shots, tranquille. Et on va avoir un match un petit peu moins de 10 minutes, quoi. Avec un Dolph Ziggler qui il va défendre le morceau de gras, hein. Il va pas s'en laisser compter. Alors, comme il a Robert Roode en plus dans le coin, ça peut toujours aider. Euh, Finalement, Robert Roode, d'ailleurs, à force, va réussir à intervenir, hein. Il va faire tomber Priest pendant le match, quoi. Et ça va rendre, mais alors, fou furieux notre champion US, quoi, qui va aller l'attaquer à l'extérieur et qui va pas du tout prendre en considération ce que fait l'arbitre. En l'occurrence, il est en train de compter et on va se retrouver avec une victoire de Dolph Ziggler par count out. Un truc un peu pauvre. C'était assez surprenant cette fin de match. Et alors, on parlait des lignes qui bougent avec Bobby Lashley. Et alors là, on a Damien Priest qui essayent de nous le rendre un peu psychopathe. Comment tu vois ça, papy, toi? Donc, encore une fois, c'est presque anecdotique parce que Dolph Ziggler, on n'a pas la sensation à un moment ou un autre qu'il pourrait devenir champion US. En plus, on imagine, je pense toi aussi d'ailleurs, plein d'autres adversaires pour Damian Priest que Dolph Ziggler dans le cadre du titre US. Donc, tout ça, c'est un peu surprenant. Et puis, en plus, avec une fin de match un peu boiteuse, quoi. Ouais, la fin de match, elle justifie en fait, qu'on apprendra, je crois, plus tard, ou je sais plus si on l'apprend ou pas d'ailleurs, qui est que Dolph Ziggler devient un challenger numéro 1 en fait, du coup. Ouais. Je pense que c'est surtout ça en fait. Comme il a gagné par disqualification, il a gagné son contender match et du coup il devient challenger numéro 1. Pour moi, c'est l'explication unique de cette fin de match. Effectivement, Damian Priest est le psychopathe. Je suis pas extasié par son jeu en tant que psychopathe, où il ouvre très grand les yeux et puis il casse tout. Par contre, les deux vieux vétérans nous ont bien joué la peur. Là, ils sont tous les deux barrés et au final, Dolph abandonne Roots qui se fait casser la figure en dehors du ring. Il prend même le finisher sur les abords du ring. Ouais, c'est un challenger de transition. Est-ce que tu as mieux en réserve? Bah, vu le nombre de personnes que tu mets dans le main event, bah forcément, ça réduit les challengers pour Damian Priest.
C'est clair, ouais. Moi, je suis assez surpris, hein, mais alors, moi, j'aime beaucoup Dolph Ziggler, donc du coup, bon, le voir là et puis le voir reprendre un title shot, et puis avec lui, on est toujours assuré que les matchs vont être de qualité, etc. Je trouve que c'est à peu près le cas de ce match-là, tu vois. J'ai trouvé que le match était plutôt agréable à suivre. Moi, j'ai pas aimé le finish, mais je trouve que le match en lui-même est assez agréable. Moi, je suis juste un petit peu surpris que ça soit le Dolphin qui vienne prendre un shot sur cette affaire-là. Mais bon, après, écoute, hein, ils ont peut-être tout simplement des plans à court terme, là, je crois. Et ils attendent Day One, ils attendent les histoires de pandémie, etc. Et donc, pour l'instant, j'ai un peu la sensation que ça donne un peu ça, quoi. Mais c'était pas si mal que ça. Et Damian Priest, écoute, je crois que c'est tout simplement sa première défaite en 2021. Alors, c'est sur un count-out, mais c'est quand même sa toute première défaite en 2021. Et écoute, tu vois, papy, il aura fallu le Dolphin, il aura fallu un vétéran, il aura fallu un vieux. Ouais, c'est ouf que de se dire qu'elle tombe que maintenant. Et pourtant, j'ai l'impression que depuis quelque temps, on le voit plus trop d'Anne Prise. Donc, il a failli se transformer en Nakamura, mais c'est bon, il catch encore. Et même s'il perd par des disqualifications, enfin en count-out, il reste présent. Voilà. Allez, backstage, on va avoir un Finn Balor qui est tout sourire, là, content de la victoire du jour, et qui va être en interview, quoi, qui nous explique qu'il va viser quelque chose de plus important dorénavant. Mais au moment où il dit ça, il va se faire attaquer par Austin Theory, quoi, et c'est les officiels qui vont devoir intervenir pour faire cesser l'assaut. Là-dessus, Austin Theory, tout heureux de sa connerie, va aller voir McMahon, qui est donc là tous les lundis en ce moment, pour son protégé, si on peut appeler ça comme ça. Et notre patron de la WWE se demande s'il devrait. Alors, il va y avoir, je sais même pas si on peut appeler ça un dialogue. En tout cas, notre Vince McMahon favori va expliquer à Austin Theory qu'il se demande en fait s'il devrait pas le renvoyer, quoi. Surtout que lui, en fait, il aime bien renvoyer des gens, surtout juste avant Noël, quoi. Et puis finalement, il va dire bon allez, on va faire un rematch entre Theory et Baylor pour la semaine prochaine. Comme ça, il fait du booking pour la semaine prochaine. T'en penses quoi là de... Alors, bon, déjà la tirade a fait grincer des dents pas mal là de Vince McMahon sur les événements un peu qui se sont passés sur l'année, on va dire. Et puis sur ce fait là qu'il soit là tous les lundis en ce moment, c'est problème de ratings. Tiens, là, j'en profite pour le glisser. Hein, les ratings, ils ont fait 1 553 000. Dans la base habituelle là entre 1 500 000 et 1 600 000 quoi. Ouais, pour moi, c'est purement ratings. Ça permet aussi, ça fait un peu de star power. À Raw qui en manque de star power un peu, je trouve. Moi, j'ai toujours trouvé que même s'ils ont récupéré énormément de up mid-card main event, ça manque un peu de star à Raw. Alors, hormis Orton et Edge, dont on a parlé tout à l'heure, mais qui sont plus cantonnés dans la mid-card. Donc, du coup, McMahon en rajoute un peu. Il aide en plus les jeunes. Voilà, on parlait de Omos qui commence à faire son trou, de Otis qui recommence à se relancer. Bah, la mi-théorie, c'est pareil, hein, il commence aussi à essayer de s'imposer. Il le push en mettant McMahon à ses côtés. Ça fait comme si c'était un manager, mais qui reste en coulisses, parce qu'en plus, de toute façon, je pense pas qu'il fasse ses déplacements. L'ami Vince, il doit enregistrer tout ça depuis Stanford. Et encore que, je sais pas. Je dis ça, mais j'en sais rien. Que dire d'autre? Ouais, la référence au licenciement, moi, ça m'a pas choqué. Vince McMahon, Mister McMahon, c'est quand même un personnage ultra heel, et puis du coup, bah, il joue là-dessus pour justement titiller un peu tout le monde. Moi, ça, voilà, je reste assez. Je suis pas fan, mais ça me choque pas, en tout cas, ce genre de réflexion. Ouais, moi je trouve juste en fait que c'est dispensable quoi. Je trouve qu'on n'a pas besoin de ça et moi trouve pas que ce soit la meilleure des manières pour mettre en avant Austin Theory quoi. Je suis un peu surpris moi de cette manière là de mettre ce jeune en avant. Bon, j'aurais imaginé ça d'une autre manière vraiment. Enfin, j'avoue que ça moi ça me laisse assez perplexe quoi. J'y trouve pas un intérêt particulier. Je trouve que si ça n'existait pas dans le show, ça irait très bien sans. Donc c'est pour ça que j'y trouve pas d'utilité. Après, je suis d'accord avec toi sur le principe du personnage de Mister McMahon quoi. Voilà, ce mec-là dit des horreurs depuis 40 ans à l'antenne quoi. Quand il était commentateur, quand il était qu'il soit manager, commentateur, catcheur, président, quoi qu'il a, il
il a passé sa carrière à être comme ça. Donc ça change pas beaucoup. On est plutôt habitué avec ce Mister McMahon. Donc ça me choque pas. C'est plus par rapport à Austin Theory, moi, que je suis emmerdé, quoi. Je trouve que pour moi, c'est pas forcément la meilleure des manières. Mais même si lui, je pense qu'effectivement, du haut de ses 22 ou 23 ans, il doit être hyper honoré. Même si ça doit l'inquiéter au fond de lui. Mais il doit quand même être honoré d'avoir le boss des boss du pro wrestling mondial, tu vois, qui lui dit bon, on va faire un angle ensemble, sur plusieurs semaines. Ah ouais, c'est vrai? À moi? Vous, Bah non, mais il aime bien accompagner les catcheurs. Vince, mine de rien, ça reste un mec qui s'implique toujours. Hein. Tu le vois, il avait, bah, alors, ça remonte un peu à loin maintenant, mais il avait accompagné aussi Drew à ses débuts avec le Chosen One. Et c'est vrai, puis c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. tu vois aussi quand il avait l'image moi qui m'avait marqué, c'est quand comment il s'appelle, le gros Conti là, quand il était venu, c'était comme Vince qui lui expliquait comment faire une chute quoi. Donc tu sens C'était quand même fou qu'il ça. il est toujours impliqué dans les trucs et puis certainement qu'il se dit à Austin, bah voilà, t'as un potentiel, t'as un haut potentiel de la WWE parce que c'est vrai, un mec de 24 ans comme ça qui fait ce genre de choses, il a des moves de ouf quoi. C'est dans ce show-là où il fait l'espèce de springboard, Spanish fly ou je sais pas quoi, Austin Theory. Enfin, il fait des gros moves et puis bah du coup bah il introduit chez les grands par Vince. Effectivement, je pense qu'il aura intérêt à prendre son envol à un moment, mais pour l'instant, c'est bien, c'est une bonne introduction. De toute façon, faut bien qu'ils débutent quelque part, les jeunes. Hein. Ouais. Il faut bien les mettre quelque part. Ouais. Alors là, on va aller dans un beaucoup moins jeune, hein, puisque là, on retrouve un nouveau talk show dans ce Monday Night Raw, et c'est tout simplement le retour du cutting edge de la superstar canadienne, alors qui rentre sous une pop stratosphérique, et bah, tout simplement l'invité, hein, et ça va être pas compliqué puisque ça va être son rival du moment, The Miz, et c'est finalement bah non, Maryse qui arrive, et oui, elle est venue là pour défendre The Miz, quoi. Elle explique même que Edge, il aurait pu la blesser assez gravement la semaine dernière, quoi. Et que quand même, elle est mère de famille, elle doit s'occuper d'enfants, tout ça, quoi. Donc quand même, little bit dangerous, tout ça, quoi. Et le Miz quand même va arriver hein, là-dessus, quoi. Et va tout simplement essayer d'attaquer Edge. Le Canadien va se débrouiller plutôt pas mal hein, parce qu'il va le repousser jusqu'à ce que finalement Maryse le frappe avec son sac à main, mec, avec son sac à main. Et le Miz va en profiter pour porter son Skull Crushing Finale sur Edge. Alors là, ça y est, la rivalité est lancée à plein. On n'attend plus que Best Phoenix dans l'histoire et puis on sera au complet. Mais en tout cas, le Miz et Edge, c'est parti, mon kiki, c'est parti, mon papy. C'est parti. Et effectivement, oula, je dis beaucoup effectivement. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est parti et on attend Beth au plus vite. De toute façon, Maryse, elle nous aura fait qu'une petite semaine de, de faire semblant qu'elle était à deux doigts de lâcher le Miz, tout ça. Elle a joué la grosse comédie. Edge n'a pas marché dans la combine, mais il s'est comme fait piéger par le Miz. Et voilà, c'est reparti mon kiki. C'est reparti, ouais, c'est clair, ouais. Donc, mais c'est bien le Edge là, on en parlait tout à l'heure, mais on peut revenir dessus. C'est énorme, hein. Il aura fait une année 2021 énorme lui aussi. Hein. Et là, moi, je m'attendais même pas forcément à ça. Je me suis dit, ouais, au micro, tout ça, il va tenir le truc comment? Et puis en fait, le gars tranquille, quoi, hein, vraiment peinard, paisible. Même tout l'acting et tout, tu vois, autour de Maryse, quand elle fait toute sa tirade sur le fait de la famille, etc. Comment il est à la fois désolé et en même temps, mais ouais, mais moi j'ai envie de casser la gueule à ton mari, quoi. Tu vois? Et vraiment, Edge, moi, m'aura impressionné tout au long de l'année. Un très beau retour. Belle année et j'attends je pense qu'on va dans une phase de transition avec le Miz et j'attends vivement qu'il attaque sa prochaine rivalité. Ouais, alors la prochaine rivalité qui vient tout de suite maintenant, c'est dans la division féminine. Et alors, est-ce que ça va te faire rêver? C'est Rhea Ripley qui affronte Queen Zelina. Écoutez les amis, hein, un match qui dure à peine 2 minutes, le temps juste pour Rhea Ripley de placer son Riptide. Voilà où on en est un petit peu dans la low mid-card féminine, Papy Haro. Hein. Une Zelina Vega qui est d'une Queen of the Ring qui n'est pas du tout intéressante, je trouve. Qui a du mal à gérer son rôle, mais en même temps, on lui donne vraiment peu de choses à manger. Ouais, c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard.
Ouais, voilà. De toute façon, l'histoire, c'est pas Zelina tout ça, hein. C'est l'histoire, c'est est-ce que Nikki et Rhea vont finir par splitter. Ça se sent comme venir, hein, cette affaire. Oh ouais, ouais, ça c'est pareil, ouais, c'est un truc qui va arriver sur le tapis là très bientôt là. Ça va pas durer très très longtemps cette affaire quoi. Voilà, c'était vraiment sans intérêt. Enfin, moi, j'ai encore un truc sur lequel j'ai trouvé absolument aucun intérêt et je suis assez triste parce que bon, à côté Hill, Zelina et Carmella, surtout Carmella en fait, parce que moi, je suis plus fan de Zelina que de Carmella quoi. Mais du côté des faces, vraiment, moi, je suis un peu atterré du traitement de Rhea Ripley en particulier. Et Nikki H, moi, je resterai toujours un peu sceptique sur sa gimmick, mais en même temps, c'est assez problématique parce que cette gimmick, elle l'a quand même emmené au titre de champion du monde. Donc, on peut considérer que c'était quand même une réussite, quoi. Mais là, je crois que cette tag team, en tout cas, elle ne marche plus, elle ne fonctionne plus et que c'est un peu englué, tu vois. Ça arrive des fois, ça, il y a des équipes comme ça qui sont un peu engluées. Et maintenant, il reste plus qu'à trouver le split qu'il faut au bon moment, quoi. Voilà, ça va venir. Faites-le vite fait bien fait, qu'on passe à autre chose. Ouais. Allez, on retourne là avec nos gaziers du main event. On va avoir un petit segment backstage où il va demander à Biggie s'il est capable de coexister avec Bobby Lashley, quoi, qui arrive direct hein, et qui explique que lui, il n'a pas eu besoin de MVP la semaine dernière et qu'il n'aura pas non plus besoin de lui à Day One. Ce soir, il est concentré sur Seth Rollins et Kevin Owens. Par contre, est-ce qu'il peut faire confiance à Biggie? Ah ah, le champion, il lui dit que oui. Mais par contre, il aimerait bien quand même que Bobby Lashley laisse MVP en backstage pour ce main event. Le main event, on y est bientôt. On a le dernier segment d'avant main event et c'est tout simplement la division féminine, mais cette fois le main event féminin, puisque c'est Liv Morgan qui a rejoint le ring et qui est venue délivrer une promo à l'encontre de la championne en titre, en l'occurrence Becky Lynch. Elle explique pourquoi elle a attaqué Becky Lynch au Performance Center cette semaine. Alors, c'était pas le Performance Center en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la semaine, il y a eu une vidéo qui a tourné sur tous les réseaux où on voyait Liv Morgan qui intervenait dans une session d'entraînement dans l'école de Seth Rollins, l'école de catch de Seth Rollins. Et il y a effectivement une rouquine qui était en train de s'entraîner au milieu du ring. Et là-dessus, Liv Morgan va vouloir l'attaquer, mais il s'avère que c'était pas Becky Lynch. Becky Lynch avait tendu un piège et l'attendait derrière sur le ring, avec lui a attrapé le candlestick des mains et elles ont commencé à se fighter en plein milieu de l'école de catch, quoi. Bel exemple pour les jeunes, hein, mon papy, Bravo je te pour jure. les Hein. jeunes. Bravo. Ah, je te jure, hein, quelle honte. Hein. Alors évidemment, tout ça filmé, balancé sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram et compagnie. Donc, du coup, Liv Morgan explique ses actes, explique ses actions, mais elle est surtout là en fait pour rappeler que voilà, elle va avoir le rematch pour le titre d'Euro lors de WWE Day One. Là-dessus, Becky Lynch va arriver, elle va bien trash-talker comme il faut notre Liv Morgan, quoi. En lui expliquant qu'elle a attaqué ses élèves avant même de dire que Morgan de toute façon n'arrivera pas à prendre son spotlight, quoi. Morgan, elle va quand même essayer de l'inviter à le monter sur le ring, quoi, hein, mais Lynch va dire non, non, mais laisse, il n'y a pas moyen. C'est pas comme ça que ça va se passer, jeune dame, là. Moi, je suis la championne, moi, je suis la patronne, donc tu vas attendre le jour dit, et c'est comme ça que ça va se passer, cette affaire. Bon, écoute, Liv Morgan, elle n'était pas en tenue catch, hein, donc dès qu'elle arrive sur le ring, en fait, on comprend que de toute façon, elle n'est vraiment là que pour délivrer une promo micro et avoir une interaction avec la championne. Donc voilà un peu comment se situe ce segment. Qu'est-ce que tu as pensé de cette performance micro de Liv Morgan? Ah, bonne question. Bah, c'était faible. Ouais. C'était faible et c'est faible. Et quand tu vois en fait finalement cette rivalité qui est la rivalité de main event féminin, t'es à des années-lumière de ce qui se passe chez les gars en fait. Avec pourtant une Becky Lynch qui jusqu'à présent depuis son retour marchait sur l'eau. Mais Liv Morgan, c'est bien faiblard. Le segment au centre d'entraînement de Seth Rollins était vraiment pas terrible. Je l'ai trouvé mal joué, mal réalisé. Et puis, bah, Liv, dès qu'elle apparaît à l'écran, pour moi, c'est pas une cata, mais c'est faible. C'est faible. Elle sait pas tenir ses promos. La promo avec Becky, du coup, c'était tellement mal joué, mal cadencé que du coup, tu comprenais que ça n'avait aucun sens, en fait. Il est là, elle vient me rejoindre dans le ring. Puis Becky, elle se barre. Voilà, c'est terminé. Le segment, il finit comme
comme ça, sans aucun intérêt et sans jamais avoir éveillé l'intérêt du public, j'ai l'impression. Ouais, j'espère vraiment qu'ils se mettent pas en tête que Becky est l'espèce de nouvelle Becky, pardon, lapsus, que Liv est la nouvelle Daniel Bryan, la nouvelle Kofi Kingston et qu'il faut faire un espèce de feel good moment en faisant l'underdog qui s'impose parce qu'elle est vraie, elle a vraiment pas les armes pour être au main event, la petite Liv. Peut-être pas encore, elle est encore jeune, hein, mais là, pour l'instant, elle est vraiment perdue. Et je répète, mais quand tu vois dans le même show une Bianca Belair qui te soulève la foule quoi, en 2-2, enfin, c'est incomparable, quoi. Là, il faut vite, vite, vite arrêter l'expérience Steve Morgan, hein. Vite, 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 au secours, au secours. Ah non, mais franchement, je vais pas être méchant, mais est-ce que toi, ça t'a donné envie de voir la suite, quoi? Non, 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 mais bah, écoute, non, non, mais moi je vais être très honnête, hein, je vais y arriver. J'ai trouvé ça très mauvais hein, de la part de Liv Morgan, hein. Moi, là, je te rejoins, mais même, j'ai même envie d'être. J'aurais presque plus tiré encore sur l'ambulance, quoi. C'est-à-dire que là, pour moi, là, Liv Morgan, dans ce segment, elle a montré toutes ses limites définitivement, là. Et vraiment, elle ne fait mais pas le poids face à une Bianca, quoi. C'est-à-dire que, et si tu veux, j'ai trouvé que c'était encore plus criant une fois que Becky est arrivée, hein. Il aurait presque fallu se contenter de la promo micro, qu'elle jette le micro en disant je t'attends à Day One, je vais te péter la gueule, et puis qu'elle se barre. Mais là, comment elle a souffert la comparaison avec Becky, quoi. Oh, Becky, en 3 phrases, elle la démontait, quoi. Enfin, je veux dire, là, tu vois, en termes de trash talking, et en plus, je crois qu'on en avait déjà parlé tous les deux, mais t'as toujours cette sensation que Liv Morgan, elle va fondre en larmes, quoi. Oui. Et là, quand Becky, je crois, sur la deuxième tirade, quand Becky, elle la déboîte, quand en lui disant, ouais, ouais, non, mais attends, mais moi, je monte pas comme ça sur le ring, comme ça pour te faire plaisir, tu vois. Mais tu te dis, merde, elle va pleurer. Et ça va pas, quoi. Ça va pas, quoi. Ça passe pas, quoi. Et vraiment, au micro, pour moi, elle est 2, 3 tons en dessous d'une Bianca Belair et 5 tons en dessous d'une Becky ou d'une Charlotte, quoi. Là, Liv Morgan, elle est peut-être trop green pour le main event féminin, là, à mon avis, là. Et ils ont voulu l'avoir peut-être trop fort, mais je pense qu'il se passe la même chose, et ça, c'est peut-être lié à l'absence d'Alexa Bliss. C'est que Liv Morgan, elle est un peu dans le même move qu'Alexa Bliss, elle est un peu plus jeune, et elle est dans le même move dans le sens les réseaux sociaux, machin, tout ça, elle a plein de followers et machin et tout et tout. Mais même le public, tu vois, à Milwaukee, là, je sais pas comment toi tu l'as senti, mais ça n'a pas été un des moments du show où j'ai senti le public de Milwaukee au taquet, quoi. On va encore en parler pour le main event après, là, mais tu vois, je sais pas comment tu l'as ressenti, toi. Non, 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 mais clairement pas au taquet. Je reviens sur le public. C'est vrai que j'ai pas relevé tout à l'heure quand on a parlé, mais l'entrée de Edge, il était fou le public, quoi, Mais oui. notamment. Donc Et il pour était bien en Randy, feu. pour Randy. Randy pareil. Enfin, il était en feu sur plein de segments. Et là, il s'en foutait et je le comprends. Et tu parles d'Alexa Bliss, moi je trouve que c'est une très bonne comparaison. Tonton. Moi, je te félicite pour cette comparaison. Ah, Pour merci. moi, Liv Morgan, c'est la Alexa Bliss du pauvre en fait. Ouais, Et ouais, 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 ah, ouais. non, mais Ouais, ouais. elles ont toutes les deux un parcours assez similaire à NXT où finalement c'était des mid-cardeuses où elles sortaient pas exactement du lot, la petite blondinette, tout ça. Elles sont arrivées dans le main roster et là, Alexa Bliss, elle a su franchir le cap. Elle a su s'adapter, elle a su saisir ses occasions. Parce que tu dis qu'elle est plus jeune, Liv, que Alexa. Je suis pas sûr qu'elle soit plus jeune qu'au moment où Alexa s'est imposée dans le main event, en fait. Alexa Bliss, je sais plus, je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que c'est une des premières championnes quand ils ont séparé les rosters là en termes de ceinture féminine. Il me semble elle prend très très vite la ceinture. Elle fait le cash-in sur Nia Jax, mais je me demande si elle n'avait pas déjà été championne avant. Et Liv Morgan, pour l'instant, elle n'arrive pas à passer l'étape supérieure, quoi. Et elle stagne, elle stagne, elle stagne. Je ferai une autre comparaison. En plus, je ferai une comparaison aussi avec Tony Storm, côté chaud bleu, qui, un peu comme Liv Morgan, est une fille que tu mets dans le main event face à une grosse taulière. Et ben moi, je trouve que Tony Storm, elle fait moins tâche que Liv Morgan dans le main event. Et pourtant, je sais pas si vous vous souvenez de nos quelques reviews d'NXT qu'on a fait il y a quelques temps, mais j'étais pas du tout fan de Tony Storm ou NXT. Et ben là, je trouve qu'elle fait pas tâche dans le main event parce qu'elle elle sait jouer sa partition juste. Elle en fait pas trop, mais elle fait ce qu'il faut.
Et tu sens pas que Charlotte est perdue quand elle est avec Tony Storm. Tandis que là, la pauvre Becky, sa probe, elle l'a saccagée aussi parce qu'elle n'arrivait pas à se caler parce que Liv, elle faisait n'importe quoi. Donc, bah voilà, donc ça fait une mauvaise promo, un mauvais segment et ben, on n'est pas envie de les voir. Ouais, c'est compliqué ça, hein. C'est bien dommage, hein. Surtout qu'on sortait vraiment d'un truc assez génialissime avec Bianca et tout, quoi. Alors après, juste pour te donner l'info, euh, il- tu sais, c'était quoi le dark match? Euh, Tu sais, c'était quoi le dark match de ce Monday Night Raw? En Ah, main vas-y. event, hein. Eh ben, c'était un triple threat et c'était Liv Morgan versus Becky Lynch versus Bianca Belair, mec. Et ben, ils ont pas viré la bonne du match. Ouais, donc, enfin, tu vois, la Bianca, elle est là et c'est pas. Alors, dans ce match, c'est un dark match, hein. Ah, bien pour faire plaisir au public de Milwaukee, quoi, hein, et c'est Becky qui gagne le match. Mais ça, c'est anecdotique. Mais c'est Bianca, elle est là, elle rôde. Et ça se trouve, peut-être même que le dark match, il a été un peu décidé en se disant, en voyant la promo, comme le Vince McMahon, il était là pendant le show. Il a dû voir la promo quand même de Liv Morgan et il a dû se dire, c'est pas exactement ce que j'attendais. Ouais, c'est dur, hein, c'est dur, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Et moi, j'ai envie qu'elle réussisse, hein, Liv Morgan. Je suis pas Ah mais moi contre elle, je pourquoi suis pas, hein. Ah mais pas. carrément pas, moi aussi, hein. Alors là attention, hein. Ah ouais ouais, c'est pas du Liv Morgan bashing, hein. Oui, parce qu'en plus du Riot Squad, c'était vraiment celle qui faisait à peu près Ouais. l'affaire. Autant Ruby Riot, par contre, non, il fallait pas déconner. Autant la petite Liv, tu sentais effectivement qu'elle imitait du cœur, que le public était accroché plutôt pas mal. Mais là, elle part de trop loin, je trouve. Il faudrait vraiment, enfin, je sais pas comment faire, hein, peut-être qu'elle n'y arrivera jamais, mais il faudrait la faire monter par étapes. Là, alors après, ça lui servira toujours cette expérience, hein, mais pour moi, il y a encore du niveau. Ouais, il y a encore du niveau. Mais par contre, on peut louer, hein, son boulot, hein, parce que voilà une jeune qui a été formée à NXT, qui est restée quand même pas mal d'années à NXT, qui est montée dans le main roster, qui a fait partie d'un clan, qui s'est dissolu au fur et à mesure. Et puis maintenant, elle s'est retrouvée d'abord dans la low mid card de la division féminine, et puis maintenant elle est dans le main event. Elle progresse pas à pas, donc ça c'est totalement louable de sa part. C'est pas après c'est une critique constructive, je pense, de lui dire que bah, cette promo-là, elle est passée à côté, quoi. Et qu'il faut qu'elle change certains trucs. Et je pense que un de ses problèmes, c'est son contrôle d'émotion. Et que c'est là où encore elle a du boulot à faire, quoi. C'est que quand une Becky lui adresse la parole ou quand une des main eventeuses est en rivalité avec elle, il va falloir qu'elle apprenne à, tu vois, à avoir ce contrôle d'émotion, quoi. Que pour, à mon avis, elle gère pas encore pour l'instant très très bien. Non, bah après c'est peut-être ça qui peut aussi, un public. Je pense que tu as une partie du public qui se retrouve un peu dans son personnage un peu fragile, tout ça, là, mais je vais pas être méchant. On est comme dans du catch, on est comme dans un truc où les gens sont censés se mettre sur la figure. Donc, quelqu'un de trop sensible qui est toujours à deux doigts de craquer, c'est pas non plus ce qu'on attend de voir à l'écran, quoi. Moi, qu'est-ce qui faisait cette époque-là? Il y a ça, la catcheur, je sais plus dire lequel. Qui faisait ce truc-là, la pleureuse à l'écran en permanence, quoi. Moi, c'est vraiment pas ça pour ça que j'aime la télé. Moi, je veux pas regarder des gens se lamenter en permanence, hein. Moi non plus, je regarde pas du catch pour ça. Allez, it's time for the main event. C'est parti, mon kiki. On a un tag team match de Foley, Biggie, Bobby Lashley versus Seth Rollins, Kevin Owens. Alors, putain, on en a du lourd, ah, papy. Hein, on aime tous les deux de toute façon, hein, ces matchs-là comme ça, où il y a du très très lourd. Et là, franchement, on est vraiment gâtés, quoi. Et puis que du champion du monde, quoi. Hein. Bon, Former, on s'en fout, quoi. Mais vraiment que du champion du monde. Quand tu regardes, là, t'as des palmarès, mais quand même de pas dégueu. Hein, quand tu vois rien, Biggie, hein, parce que Biggie, mine de rien, hein, il est quand même 2 fois champion intercontinental, champion du monde, 10 fois ou 11 fois, 11 fois je crois, 11 fois champion tag team, Mr. Money in the Bank, voilà. Bobby Lashley, pareil, la collection des titres aussi. Seth Rollins, Grand Slam Champion. Kevin Owens, deuxième champion universel, arrivé Tony Truant à la WWE avec une victoire face à Big Johnny quand même, quoi. Bref, on a que des mecs là, on a que des mecs qu'on adore, je crois, hein, tous les deux, quoi. Ah, bah, là, c'est de la belle affiche. Ah ouais, ouais, ça c'est du beau line-up ça. Et ça va nous faire un main event de Monday Night Raw qui va durer 15 minutes quoi. Et avec un Lashley et un Biggie qui finalement s'en sortent
pas si mal. Il y a pas mal d'alchimie entre les deux. Des fois, Lashley peut un petit peu rechigner, des fois c'est Biggie, mais ils sont quand même présents sur les hot tags. Seth Rollins et Kevin Owens, tu me diras ce que t'en as pensé, papy, mais alors eux, ça travaille super bien. On a l'impression qu'ils ont été en tag team toute leur carrière. Alors, ils se sont croisés à la Ring of Honor quand ils étaient jeunes et tout ça, mais ils n'ont jamais fait tag team ensemble. Mais c'était impressionnant à quel point ça s'entendait entre les deux. Finalement, Lashley va partir pour quand même réussir à vouloir coller un spear sur Rollins. Mais celui-ci va réussir à sauter par-dessus. Et c'est Biggie qui va se prendre malencontreusement un gros spear de Bobby Lashley. Owens, il va vouloir profiter de la confusion pour coller un stunner à Lashley. Mais ça va pas marcher. Et il va se prendre du coup un spear par le Bobby Lashley pour la victoire. 1, 2, 3. Mais les pardons, ça va pas se passer comme ça. Après le match, ça va attaquer direct Bobby Lashley et ça va lui faire du mal. Beaucoup, beaucoup de mal. Ringside, Owens va lui porter une powerbomb sur l'éperon, quoi, et aidé par lui. Ils ont du mal, hein. D'ailleurs, ils ont du mal à soulever le Bobby Lashley tellement le mec est énorme, quoi. Et quand enfin ils réussissent, quand ils retombent sur la prom, quoi, ça fait du mal. Et finalement, Rollins va réussir. Ils vont l'amener jusque sur les marches en métal là, et ils vont coller la tronche à Bobby Lashley là-dessus, et Rollins va coller un gros stomp sur les steel chairs, sur le steel march, et Rollins et Owens vont ensuite, on va avoir l'impression qu'ils vont se retourner l'un contre l'autre, mais finalement en fait c'était un joke. Les deux heels se retrouvent et finissent carrément par un hug en mode best friends. C'est comme ça que se termine ce Monday Night Raw. Victoire tout de même dans ce main event de Biggie et Bobby Lashley après un gros match de 14 minutes. Mais j'ai envie de dire que la victoire morale est pour les heels. C'est eux qui terminent en fanfare ce main event de Monday Night Raw. Et oui, c'est qu'ils finissent en grand vainqueur finalement. Je sais pas ce que tu as pensé, toi. Moi, j'avais l'impression j'ai un doute sur le fait qu'ils aient fait le finish attendu en fait. Ah ouais. Parce que sur le spear, Eh ouais. j'ai pas tout compris. Ils reviennent après en disant non, non, mais il y avait que deux, il y avait pas trois, alors qu'il y avait largement trois. Euh, Ensuite, derrière, ils cafouillent un petit peu, ils se rajoutent un petit beatdown des familles derrière, où tu as l'impression qu'ils grattent du temps dans tous les sens, ils arrêtent, ils recommencent, ils vont à un sens, ils repartent dans l'autre, ils rajoutent des trucs, ils se font un câlin. Tu as l'impression qu'ils ont complété un peu le Ils ont main event meublé, qui est terminé trop tôt, qui ont meublé. Ouais, exactement, voilà, je trouve ils le ont terme, me- ils ont meublé. ils ont meublé du temps d'antenne parce que effectivement il y a eu, je pense, un léger botch sur la fin de match, ouais. Voilà, donc bon, après, voilà, ça se voit pas non plus, hein. Ah, mais l'arbitre Enfin, compte trop vite déjà. Et ouais. l'arbitre compte trop vite. Et ensuite, tu vois de toute façon, celui qu'il faut regarder sur cette action-là, c'est vraiment Seth Rollins. Parce que Seth Rollins, à ce moment-là, il se tourne vers l'arbitre avec des yeux pas possibles et il lui dit quelque chose, quoi. Et là, l'arbitre, en fait, se penche et lui redit quelque chose aussi, quoi. Et je pense qu'effectivement, il y avait un problème de timing. Soit c'était peut-être tout à fait prévu, la victoire des Faces, si tu veux, mais peut-être que c'était pas prévu si tôt. Tu vois, peut-être qu'il était prévu, en fait, qu'il y avait peut-être encore deux, trois prises qui étaient prévues avant le finish, quoi. Ouais, peut-être que la Chili a balancé son spear trop tôt, en fait. Ouais. Mais Bon. c'est là toute la force de Seth Rollins et Kevin Owens, là. Ah oui, oui, et voilà, ils ont fait le job. Au final, c'est assez transparent. Nous, on s'en rend compte parce qu'on a l'habitude, en fait. Et en se disant, tiens, c'est quand même bizarre, là. T'as l'impression qu'ils étirent un peu l'histoire longueur, mais non, ils cabotinent, là, les deux gars. Tu le disais, ils Ouais, sont c'est hyper ça. complices. Moi, j'adorais les voir en tag team, surtout quand tu vois une équipe Arquebro en face qui est aussi ultra populaire. Si tu avais ces quatre-là dans un match, tu as le toit du stade qui saute directement, quoi. Et puis voilà, donc en plus, surtout que moi, je sais pas pourquoi, je verrais bien Lashley. Je sais pas, je vais pas trop m'avancer, on verra quand on fera les pronos dans les prochains jours de Day One. Mais je verrais bien une rivalité Lashley-Biggie qui se relance, mais pas dans le même sens, hein. On en reparlera dans le futur. Et donc du coup, peut-être du coup libérer Owens et Rollins pour aller chercher d'autres choses et les occuper un peu jusque Mania, parce que les deux gars méritent un match à Mania, et si ça peut être pour une ceinture, même tag team, ça sera toujours ça de prix, quoi. Mais bon, ça faisait plaisir ce main event. Voilà, on parlait tout à l'heure des filles qui avaient un haut de carte qui était très décevant. Là, pour le coup, pour les gars à Raw, et notamment depuis l'arrivée de Bobby Lashley, c'est Royal Bar, comme on dit.
Ouais, puis Seth Rollins et Kevin Owens sont géniaux. Moi, enfin, vraiment, là, j'adore. Moi, finalement, tu sais, pour moi, le plus en retrait des quatre, c'est Biggie, là. Je sais que ça peut paraître étrange, c'est le champion en titre, et pourtant, c'est celui des quatre qui m'intéresse presque le moins. Alors, c'est pas qu'il m'intéresse pas, Biggie, mais moi, vraiment, je trouve que tellement Seth Rollins et Kevin Owens, je les trouve vraiment tellement géniaux. Et puis Bobby Lashley pour moi est vraiment tellement. Enfin, c'est vraiment le catcheur WWE par excellence, le powerhouse dans toute sa splendeur et qui dégage une telle puissance là depuis quelques temps là que vraiment. Mais et du coup, bon, au final, ça donne un très bon match parce que par contre, Biggie entre les cordes, j'aime beaucoup et Biggie, c'est plus son aura en tant que champion qui me pose problème que le catcheur en lui-même. Le catcheur en lui-même, je trouve très très bon. Quoi. Il fait des trucs incroyables. Son spear entre la troisième et la deuxième corde, là, c'est belly to belly complètement folle. Enfin, je veux dire, il prend n'importe quel mec de n'importe quel gabarit et il t'envoie des B. Ou c'est quand il fait son overhead aussi, belly belly, là. Ça, techniquement, ça, c'est du grand art, quoi. Et on parle quand même d'un mec qui doit faire 130 kilos, qui a des bras comme des troncs d'arbres. Ouais, ok. Donc, vraiment, au final, c'est quand même un gros main event de Monday Night Raw. Je trouve qu'en ce moment, à Monday Night Raw, c'est assez régulier, là. Ça fait quand même pas mal de Monday Night Raw consécutifs où on a des beaux main events pour terminer. Donc c'est assez cool. Et on va pouvoir en juger dès maintenant, puisque c'était comme ça que s'achevait ce Monday Night Raw, après le câlin de Kevin Owens et Seth Rollins. Et ben maintenant, je vais câliner mon papy pour qu'il puisse me délivrer son top flop note de la soirée. Bon, je vais faire un top float note 100% féminin. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Le flop, je pourrais, alors j'hésite entre les deux. Je pourrais le donner à Zelina Vega qui est une Queen of the Ring totalement transparente. Mais c'est tellement transparent que pour moi, ça ne mérite pas un flop en fait. Parce que c'est un non-événement, ça dure 30 secondes dans le show. C'est pas ça qui va faire pencher la balance. En revanche, la petite Liv, bah voilà, je pense qu'il est temps qu'elle prenne son flop. Euh, Attention, ma petite Liv, il faut absolument que tu fasses le nécessaire pour ne pas être totalement perdu à Day One. Je n'ai pas totalement abandonné encore la concernant, mais je commence vraiment à m'inquiéter de ces semaines après semaines de passage Canada Dry hein, où tu as l'impression que c'est Alexa Bliss, mais non, c'est pas Alexa Bliss, ça c'est que du Canada Dry. Et c'est pas le même goût. Au niveau top, du coup, bah, comme je disais, les filles, donc du coup, bah, sans surprise, je pense, vu nos échanges, ça sera Bianca Belair, qui pour moi, elle marche un peu sur l'eau en termes de filles, et puis qui nous sort le move que moi, personnellement, j'attendais depuis des semaines, c'est-à-dire son finish sur Doudrop, hein, et elle l'a réussi, puis Public était heureux, puis voilà, donc je trouvais que c'était super. Ça aurait pu être aussi pour le main event des gammes, on leur donne souvent, donc je trouve que c'est bien aussi de temps en temps à le donner à d'autres segments. Et ma note, les Raw sont intéressants pour l'instant. Il y a plein de pistes sympas. C'est vraiment dommage qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose de de la division féminine en général, hormis donc le fameux truc avec Bianca Doudrop. Je vais quand même donner une bonne note. Allez, c'est bientôt les fêtes, tout ça. On va être d'humeur généreuse, donc je vais donner un généreux 3,25. Oh oui, effectivement, oui, tu es dans la générosité, dans le partage, c'est formidable. Alors, 3,25, une belle note, ouais. Bon, moi, je vais donner mon top au main event, tout simplement. Je vais pas me casser la tête. Voilà, ce match m'a ravi. J'ai expliqué déjà à peu près tout, pourquoi, comment. Mon flop, j'hésite, mais mon flop, je vais le mettre à, encore une fois, mais je vais le mettre à, j'aurais pu le mettre à Liv Morgan aussi. Parce que là, il y a attention, alerte. Mais je vais plutôt le mettre au segment avec Rhea Ripley, Queen Zelina et tout ça, quoi. Et j'ai pas oublié un truc. Ah si, j'ai oublié le 24-7, dis donc, Coco. On n'a Non, pas mais c'est pas parlé du grave. 24-7. Bon, rassurez-vous, Dana Brooke a gardé son titre. Cette fois-ci, là, il se baladait dans une zone commerciale de Noël à Milwaukee. Et grâce à Reginald, elle s'est sauvée de R-Truth, de Tozawa et de qui c'est Tamina dorénavant qui chasse Dana Brooke pour le 24-7. Bref. Donc non, mon top, ça va être chez les femmes toujours, mais ça va être Rhea Ripley, Queen Zelina. Enfin, pas Queen Zelina et Carmella finalement, parce que contre les Heels, j'ai pas grand-chose. Mais c'est surtout que là, Rhea Ripley, Nikki H, tout ça, ça y est, c'est arrivé au bout. Il faut faire autre chose avec ces filles-là.
Et il faut vraiment, vraiment, vraiment nous présenter autre chose. Tu vois, tu parlais de la faiblesse de Liv Morgan. Je pense qu'une Rhea Ripley, est, par exemple, en tout cas dans mon esprit, Rhea Ripley est supérieure à Liv Morgan, quoi. Et donc pour moi, j'ai du mal à comprendre, quoi. Donc j'ai du mal à comprendre finalement qu'à Monday Night Raw, on a quand même deux femmes comme Rhea Ripley et Bianca Belair, et que ça soit Liv Morgan qui ait décroché le shot au niveau du main event. Après, je suis pas dans la tête des bookers et des créatifs. C'est pas moi qui décide la politique en coulisses. Mais quand on détient deux femmes comme Rhea Ripley et Bianca Belair dans son roster, on les utilise dans le main event, au moins pour faire plaisir à Tonton Ketchup. Allez, et puis bah, pour ce Monday Night Raw, je vais lui mettre une note pas mauvaise aussi, hein, parce que c'est plutôt bien passé. Y a pas, même s'il y a eu quelques passages, voilà, bon, on l'a dit. Mais malgré tout, le show est plutôt passé à la cool, avec un beau main event pour finir. Une histoire justement sur ce main event qui m'intéresse, et donc c'était plutôt pas mal. Moi, je vais lui mettre un 3 à ce Monday Night Raw. Et je trouve que ça vaut le coup parce que ça fait là plusieurs Monday Night Raw là que à chaque fois on est sur des notes entre 2,75, 3,5. Voilà, ça oscille toujours là, il est toujours largement au-dessus de la moyenne. Et moi je trouve qu'on a eu un mois de décembre dans le show rouge, mon papy, pas dégueulasse quoi. Oui, pas dégueulasse du tout. Encore une fois, hein, bien reboosté par le nombre de personnes qui sont intégrées dans le main event des garçons, plus toujours les tag teams masculins qui survivent grâce au RK-Bro. Bah, tu te retrouves avec des. Et puis, t'as des fils rouges en plus, hein. Là, depuis quelques semaines, ça fait quelques semaines que on se retrouve avec des mecs qui commencent et qui finissent le show, alors que ça, dans des temps, en fait, t'avais limite une histoire par heure, en fait. Tandis que là, tu te retrouves avec des fils rouges. Donc, forcément, ça redonne du corps au show. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Ouais, donc c'est vrai que du coup, ça a donné un show enlevé. Et puis, oui, toujours cette histoire de fil rouge hyper importante hein, et qui à chaque fois, hein, dont on parle à chaque fois dans chaque review, Peuple de Catch-up. Alors, pour les habitués, évidemment, c'est pas une nouveauté, c'est sûr. Mais pour les gens qui écoutent comme ça les podcasts de temps à autre ou qui nous découvrent, oui, effectivement, c'est un point important qu'on soulève très, très régulièrement. Et ben voilà, ainsi s'achève ce 1491e Monday Night Raw à Milwaukee, Wisconsin. Merci le public de Milwaukee, c'était bien cool, un des bons publics là de ce mois de décembre là, et ça fait toujours plaisir. Allez, on va se quitter là-dessus pour nous retrouver la communauté Catch-up. Vous pouvez aller sur le Discord, vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo YouTube où il ne faut pas oublier d'actionner la cloche et de s'abonner. Et pour s'abonner sur les plateformes de podcast, pour ne manquer aucun épisode, Apple Podcast, Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, le site officiel catchup.lepodcast.fr. Il ne me reste qu'à remercier mon tag team, partenaire gériatrique of the day, l'insubmersible Papy. Merci Papy, merci Papy, merci Mais Papy. merci, tonton! Merci de l'invitation, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de review. J'en ratais pas mal ces derniers temps. Mais je suis content d'avoir pu partager ce moment avec toi au milieu des fêtes, là, enfin au début des fêtes d'ailleurs. Ouais. Et puis voilà, quoi. On espère qu'ils vont continuer à nous gâter parce qu'on a été très sages cette année à Catch-up. On a fait toutes les bonnes reviews et tout. On n'a jamais loupé une semaine. Donc j'espère que la WWE va nous gâter avec des jolis cadeaux pour cette fin d'année. Oui, en tout cas, nous, Peuple de Catch-up, en ligne, en cadeau de Noël, vous avez déjà la review de SmackDown du 17 décembre 2021, où il s'en est passé des choses. On est en triple frite, mon papy. Ça faisait un petit moment que ça nous était pas arrivé. Avec Ringside, l'Archange Géliel et moi-même. Ouh! Et puis avec le segment historique, j'ai envie de dire, hein, tu peux même en dire un mot, hein, le fameux segment Lesnaresque, et puis surtout le licenciement de Paul Heyman. Ah ouais, grand moment de télé. On en parlait tout à l'heure avec ce que je disais sur le fait que Brock était totalement méga over. Et ce segment-là, bah, après, voilà, j'ai l'impression qu'on se répète sur cette année. Pareil, je pense qu'on en reparlera aux awards, mais effectivement, on aurait eu beaucoup de segments marquants avec la Bloodline. Et celui-là ne fait pas exception. On s'attend à un gros match pour Day One, du coup. Est-ce que Brock va briser un peu la malédiction des opposants à Reigns qui tombe après dans l'oubli? J'ai bon espoir parce qu'il est quand même bien chaud, le Brock. Ouais, je pense que ça va nous donner un truc énorme, hein. Là, moi, je m'attends, là, vraiment, j'avoue que je suis hypé, hein. Ouais, vraiment, là, avec surtout
surtout hypé avec le fait de ce qui est devenu le personnage Roman Reigns. Hein. 479e jour de règne aujourd'hui, mon papy. Reconnais-sois-le. Hein? Bravo, bravo, hein. Et vraiment, le personnage Roman Reigns, entre ce qu'il est là maintenant et à l'époque où il était en rivalité déjà avec Brock, là, ça va nous donner. Et puis avec un Brock tellement fresh, quoi, tellement renouvelé. En mode babyface, le mec fait des photos en train de danser et tout. Enfin, c'est incroyable, quoi. Incroyable la transformation du Brock Lesnar. Et moi, vraiment, je suis vraiment très, très curieux de ce fameux match à Day One. Et là, vraiment, non, la hype est là. La hype est là et vivement, vivement ce 1er janvier. Voilà. Et ben, en attendant, peuple de catch-up, vous pouvez toujours nous écouter. Raw, SmackDown, on est là, on sera là pour WWE. Day One, ainsi s'achève cette review du vaisseau amiral du show rouge de la WWE. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait les bisous, on vous fait les cordes à linge plein la face. On vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Portez-vous bien. Salut mon papy. Salut tonton et salut à tous. Salut peuple de catcheurs. AJ, il a un problème phénoménal quand même. Oh, oh, oh! Ça, Oh, c'est oh, oh. oh, oh, c'est bien trouvé ça. Bah ouais, je ne sais pas ce qui va arriver next pour AJ. J'ai mis 1 heure et demie à y réfléchir à cet outro. Bah bravo, le travail à payer.